J'ai le plaisir de vous présenter Jean Lassègue, qui est philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre du centre Georg Simmel, un centre de recherche franco-allemande en sciences sociales qui est situé à l'EHESS. Et ces recherches articulent épistémologie, anthropologie et histoire. Elles portent notamment sur les médiations symboliques, en particulier les systèmes d'écriture des langues et des nombres, ce qui rend possible l'élaboration collective des connaissances, que ce soit des sciences exactes ou des sciences juridiques. Alors, Jean Lassègue s'interroge, ce faisant, en philosophe, sur les conditions anthropologiques de la culture. Parmi ses publications, on notera Turing, un livre de présentation de l'œuvre de Turing aux Belles Lettres en 2003. Cassirer, du transcendantal au sémiotique, qui est paru chez Vrin en 2016. Et puis, deux ouvrages importants aussi avec Antoine Garapon, Justice digitale, qui est paru au PUF, en Presse universitaire de France, en 2018, et plus récemment, Le numérique contre le politique, au PUF, en 2021. Ça serait bien d'ailleurs si nous pouvions organiser une table ronde autour de ce livre qui est un ouvrage majeur. Alors, j'ai plaisir à lui céder la parole pour nous présenter l'œuvre de Cassirer. Ceux qui sont abonnés à la liste La Reconstruction ont reçu un document compilant des extraits de Cassirer, mais ceux qui ne sont pas abonnés, de toute façon, le texte sera affiché les textes seront affichés pendant l'exposé. Voilà. J'ai le plaisir de céder la parole à Jean Lassègue. Merci beaucoup François pour cette introduction. Merci de m'avoir invité. Et je voudrais commencer par me poser la question: pourquoi parler de Cassirer aujourd'hui dans un séminaire intitulé Reconstruction? Donc, l'idée du séminaire telle qu'elle a été conçue par Emmanuel Prague-Derrington et François Rastier, quand je les ai écoutés, consiste à vouloir lutter contre les conséquences politiques de toute dérive sectaire qui met aujourd'hui en danger la liberté académique. Alors, cette lutte est avant tout une lutte intellectuelle et elle passe donc par l'argumentation. Et comme l'a rappelé François Rastier au début de son intervention, qui est aujourd'hui en ligne, cette argumentation consiste non pas à diminuer la taille des corpus, mais au contraire à l'augmenter et à lire ou à relire des auteurs qu'on ne lit pas ou plus. Et je voudrais commencer par faire 3 remarques à ce sujet. Premièrement, l'augmentation dont parle François Rastier entretient des rapports avec l'autorité, car l'étymologie d'autorité se rapporte précisément à l'augmentation. Dans le vocabulaire des institutions indo-européennes de Benveniste, on trouve ceci: l'auctoritas, faculté de l'auctor, est ce don réservé à peu d'hommes de faire surgir quelque chose et à la lettre de produire à l'existence. Tome 2, page 151. J'entends donc le propos de ce séminaire comme une tentative visant à revenir à ce qui fait autorité dans des textes, du fait que leur augmentation nous concerne politiquement. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est pourquoi
Cassirer ferait-il partie de ces auteurs dont on peut espérer attendre une augmentation? Alors, ceux qui sont confrontés un peu à la lecture de ces textes le savent bien. Non seulement il n'est pas facile à lire, mais en plus il a beaucoup écrit. Et ça, c'est deux caractéristiques qui détourneraient un lecteur pressé. Et à vrai dire, on est tous très pressés aujourd'hui. Donc, pour moi, cette possible augmentation tient essentiellement au fait que Cassirer est parvenu à travailler des deux côtés du clivage sciences exactes, sciences humaines. François Rastier le rappelait tout à l'heure, ce que j'ai pu moi-même travailler, je pense que c'est quelque chose de très important, à la fois ce clivage, mais aussi le fait de le retravailler. Je rappelle que Cassirer a écrit à une époque où il était philosophiquement requis de renforcer ce clivage, soit pour des raisons épistémologiques dans le cercle de Vienne, soit pour des raisons métaphysiques chez Heidegger. Donc, dans les deux cas, je dirais que pour Cassirer, on ne prend pas en compte les conséquences philosophiques des avancées épistémologiques de la science, et en particulier les sciences exactes et les sciences de la nature. Essentiellement, le programme d'Erlangen de Felix Klein et la physique d'Einstein. Or, je pense que renforcer ce clivage, cette scission entre sciences exactes de la nature d'une part, sciences humaines et sociales de l'autre, c'est encore ne pas s'être absolument affranchi de la scission en question, parce que dans ce cas-là, l'attitude épistémologique qu'on adopte est essentiellement négative, et elle consiste seulement à nier qu'il y ait un espace ou une mesure commun aux sciences exactes et aux sciences humaines. Et je pense que Cassirer, au contraire, s'est donné un cadre théorique qui tente d'appréhender aussi bien des phénomènes qui relèvent des sciences exactes, c'est-à-dire de la constitution d'objets. Il faut que j'écoute le séminaire. Essentiellement, donc des objets de la nature. Et son cadre théorique lui a permis aussi de prendre en compte des phénomènes propres aux sciences humaines et sociales, c'est-à-dire des phénomènes qui relèvent non pas de la constitution, mais de l'institution, et donc des signes. Donc, nature d'un côté, signe de l'autre. Et c'est ce clivage constitution-institution que le point de vue de Cassirer permet de travailler. Je ne dirais pas de dépasser, mais au moins de travailler. Ma troisième remarque porte sur le fait que Cassirer travaille ce clivage constitution-institution en concevant à la fois l'unité, mais aussi la profonde diversité des savoirs, et je dirais plus encore leur diversification intrinsèque. Donc sa réflexion consiste à considérer la rationalité comme le moteur même de cette diversification. Et pour ce faire, Cassirer a dû développer un point de vue qui parvienne à conjuguer variation et invariant, et je dirais même plus, ou de façon plus précise, qui parvienne à concevoir l'invariant comme ce qui se dégage de la variation. Et donc, dit de cette manière, on peut avoir l'impression, qui n'est pas entièrement fausse, que Cassirer s'est appuyé de façon essentielle sur le concept mathématique de groupe de transformation. Et c'est tout à fait le cas d'un point de vue épistémologique, mais ça n'est pas le cas d'un point de vue philosophique, et je crois qu'il ne faut pas confondre les deux démarches. Pourquoi ? Parce que le concept de groupe de transformation n'est que la façon dont s'est manifestée à l'époque de Cassirer une notion qui est directement philosophique et qu'il a appelée forme symbolique. Donc le but de mon exposé aujourd'hui est de tenter de montrer que la notion de groupe de transformation
a un pendant philosophique dans la notion de forme symbolique. Et j'essaierai de voir un peu comment s'articulent ces deux notions. Alors, vous savez sans doute que Cassirer n'a jamais vraiment donné une définition de la forme symbolique. Et je pense qu'il y a une bonne raison à cette absence de définition. Je pense que pour lui, finalement, l'attitude philosophique, ça ne consiste pas à se donner la facilité d'observer de l'extérieur, dans une sorte de métadiscours, la science en train de se faire, parce que il y a déjà un présupposé là-dedans. Et ce présupposé, c'est qu'il y a un espace substrat théorique que les sciences de la nature et les sciences humaines partageraient d'emblée. Et en fait, ça n'est pas nécessairement le cas. Donc, il faut réussir à envisager l'unité du savoir autrement qu'en postulant cette espèce de cadre théorique commun. Donc, comment faire ? C'est le gros problème. Et je pense que la règle à suivre chez Cassirer, pour Cassirer, ça a toujours été de se plonger dans les disciplines et d'en dégager, bon an, mal an, leur forme, c'est-à-dire l'invariant à travers les variations, et ceci à la fois dans chaque discipline et, et entre les disciplines, pour voir jusqu'où il est possible d'aller philosophiquement dans la recherche de l'unité, mais sans jamais constituer cette unité en un objet de savoir à proprement parler. Donc il y a là, à mon avis, un projet qui est proprement interminable et qui est conçu d'emblée comme tel, puisqu'il doit se modifier dans le cours même de sa dynamique. Donc, mon exposé aura deux aspects, l'un épistémologique autour de la notion de groupe de transformation, l'autre autour de la notion de forme symbolique, et je vais essayer ensuite d'en tirer un certain nombre de conclusions pour notre situation actuelle. Alors, la notion de groupe de transformation d'abord. Alors, je ne vais pas du tout m'appesantir sur la notion mathématique de groupe de transformation. Giuseppe Longo, qui m'écoute, serait beaucoup plus à même que moi de décrire ce concept. Mais je voudrais juste mentionner le rôle épistémologique fondamental que Cassirer lui fait jouer pour penser la notion de géométrie et ses transformations à partir de l'apparition des géométries non euclidiennes au XIXe siècle. Alors, je vais citer 3 courts extraits de textes et je vais essayer de les partager avec vous. Voilà. Alors, le premier texte est tiré d'un ouvrage de 1910, un premier grand texte de Cassirer qui s'appelle « Substance et fonctions, éléments pour une théorie du concept ». Donc, je le lis. Donc, ça porte sur la notion de groupe. Un ensemble d'opérations forme un groupe lorsque, à 2 opérations quelconques, est associée en permanence leur connexion au sein de l'ensemble, en sorte que l'application successive de transformations différentes appartenant à l'ensemble ne fait que redonner les opérations déjà contenues à l'origine dans l'ensemble. Donc, le concept de groupe a un sens mathématique tout à fait précis, là, qu'il décrit un peu succinctement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de reconstituer l'idée de géométrie à partir de ce concept. Donc, dans l'une des très rares occasions où Cassirer parle de lui, il n'était pas très bavard dans son autobiographie, il revient sur des problèmes philosophiques et en particulier sur le problème des géométries non euclidiennes pour le kantien qu'il était quand il était étudiant. Et voilà ce qu'il dit. Le texte est un peu long, mais je pense que ça vaut le coup de le lire ensemble. Je commencerai par un souvenir personnel. Je me rappelle très bien les grandes difficultés qui furent les miennes quand je commençais à étudier les différents systèmes de géométrie non euclidienne. J'étudiais à l'époque la philosophie de Kant, j'avais lu la critique de la raison pure avec le plus grand intérêt et un réel enthousiasme.
je n'avais aucun doute quant au fait que la thèse kantienne, l'espace comme réalité empirique et comme égalité transcendantale, devait contenir la solution à ce problème. Mais comment cette thèse pouvait-elle aller de pair avec les progrès de la pensée géométrique réalisés au cours du XIXe siècle ? En ce qui me concernait, j'étais tout à fait incapable de trouver le moindre défaut, la moindre faille au nouveau système géométrique. Même d'un point de vue philosophique et épistémologique, ils ouvraient une perspective bien plus large. Ils étaient riches de nouveaux problèmes et de nouvelles promesses. Je trouvais une solution au dilemme quand je tombais sur un article de Félix Klein intitulé « Études comparatives sur les différentes recherches géométriques », article qui plus tard fut appelé « Programme d'Erlangen », parce qu'il s'agissait du cours inaugural de Klein lorsqu'il occupa la chaire de professeur de mathématiques à Erlangen. Après avoir lu le programme d'Erlangen de Klein, le problème se présenta à moi sous un jour entièrement nouveau. Ce que nous ont appris les géométries non-euclidiennes, disait Klein, c'est que la géométrie n'a pas la simplicité qu'on lui prêtait autrefois. Nous devons renoncer à notre point de vue traditionnel sur la géométrie. Nous devons rechercher une clarification nouvelle et plus profonde de la méthode et du caractère propre à la pensée géométrique. Cette clarification nouvelle fut rendue possible dans l'article de Klein par l'introduction d'un nouveau concept, le concept de groupe. La généralisation de la géométrie, disait-il, conduit au problème suivant. Étant donné une variété et un groupe de transformations qui lui est rapporté, le problème consiste à étudier les éléments de cette multiplicité du point de vue des propriétés qui ne sont pas affectées par les transformations opérées par le groupe. Bon, alors, le texte est un peu long, mais je trouve qu'il est très riche et ce qui est intéressant d'un point de vue épistémologique, c'est le fait que la solution proposée par Klein permet d'éviter le relativisme. Une géométrie est aussi vraie qu'une autre, une fois qu'on prend en compte le système de référence dans lequel sont définis ces invariants. Donc, en évitant le relativisme, la théorie de Klein fonde du même coup pour Cassirer une théorie de la relativité des invariants selon le système de référence dans lequel il s'inscrit. Donc, de ce point de vue, seul le système de la géométrie dans sa globalité doit être conçu comme ultimement vrai, même s'il est toujours à venir. Donc, il y a là, à mon avis, en germe, une nouvelle conception d'a priori où la relativité des systèmes de référence rend possible la recherche d'invariants toujours plus fondamentaux, mais dans un système qui reste toujours ouvert. Et ça me paraît être un point tout à fait fondamental pour comprendre la philosophie de Cassirer. Donc la notion de sens apparaît alors conçue selon deux traits. D'une part, le sens n'est plus interprété comme une acquisition définitive, mais comme un processus sans fin, exactement à la manière dont les recherches géométriques de Klein ont progressivement mis au jour des invariants géométriques de plus en plus profonds. Et d'autre part, le sens se manifeste sous la forme de configurations indépendantes les unes des autres, mais qui peuvent aussi communiquer quand le moyen conceptuel de ce rapprochement est accessible. Et là encore, on pense à la façon dont Klein a réussi à le montrer d'un point de vue géométrique. Donc, qu'est-ce que ce concept de transformation fait à la géométrie ? La conséquence épistémologique majeure de l'usage du concept de groupe, de transformation, c'est que ça remet en cause l'un des fondements même du kantisme, puisque finalement, la notion de géométrie ne s'applique pas en tant que telle à l'espace perçu. Et je vais lire avec vous un autre texte tiré du problème de la connaissance, qui est le problème de la connaissance dans la philosophie et la science des temps modernes est une espèce de somme qui fait 4 tomes, qui est absolument gigantesque. Le dernier tome n'ayant pas été publié en 40 pour des raisons évidentes, sachant que Cassirer a dû fuir l'Allemagne en 1933. Cassirer était le seul recteur juif de l'université allemande pendant la République de Weimar et il a été évidemment soumis aux lois de ségrégation nazie à partir de 1933. Donc, que dit le texte ? Toute géométrie est, du point de vue de son concept général, comme de sa tâche universelle, une théorie des invariants concernant un groupe déterminé.
la nature particulière de cette géométrie dépend du choix de ces groupes. Les observations d'un objet spatial ou les constatations qui s'y rapportent ne possèdent pas en tant que telles le caractère d'un énoncé géométrique. Seules sont appelées géométriques les propriétés invariables relativement à des transformations déterminées. Tel est ce que Klein établira, et en premier lieu pour le groupe principal, un groupe déterminant pour la géométrie euclidienne. Alors, ça me paraît, le texte me paraît important, au moins pour une phrase, parce qu'il précise le rapport entre la géométrie d'une part et la perception spatiale de l'autre. La phrase qui me paraît vraiment importante, c'est « Les observations d'un objet spatial ou les constatations qui s'y rapportent ne possèdent pas en tant que tel le caractère d'un énoncé géométrique ». Cassirer insiste sur la différence et non pas sur la parenté entre la géométrie d'une part et la perception spatiale de l'autre, ce qui est évidemment fort peu kantien. Et Cassirer insiste sur le caractère absolument hétérogène des domaines mathématiques et perceptifs dans un texte du journal de psychologie normale et pathologique en 1938, donc un texte qui a été écrit en allemand puis traduit. Il dit ceci: la question que je voudrais poser en premier lieu est celle-ci: est-ce par un pur hasard que dans la relation pure et simple du fait psychologique se glisse un concept appartenant à la théorie des groupes? On pourrait être disposé à ne voir dans l'usage de ce concept qu'une simple équivoque ou tout au plus une métaphore. Cet usage ne doit en aucun cas entraîner à poursuivre le rêve d'une psychologie mathématique tel qu'il a été présenté dans une esquisse purement spéculative par Herbart, par exemple. La rigueur des concepts mathématiques vient de ce qu'ils sont attachés à un cercle d'idées déterminées. Ils ne peuvent pas, sans subir un dommage logique, être employés hors de ce cercle. Ils ne peuvent pas être simplement transposés dans d'autres domaines. Donc là, on voit aussi, j'y reviendrai, mais je pense que c'est important de le souligner ici, combien ce texte est déjà fort peu kantien, puisque l'idée d'appliquer des mathématiques à des données de la perception est effectivement, à mon sens, l'une des façons au moins dont on peut lire la critique de la raison pure. Or, pour Cassirer, il n'y a pas à proprement parler d'exportation du concept de groupe vers une donnée empirique. Ça, c'est finalement un schéma de l'abstraction, des concepts abstraits qui viendraient s'appliquer à une matière. Et ce schéma, sans doute dérivé d'Aristote, paraît trop empirique à Cassirer. En revanche, c'est qu'il y a des sens différents du concept de groupe, de transformation, selon le cadre où on utilise le concept en question. Donc, dans le cas de son usage dans les sciences, qu'elles soient exactes ou humaines, l'usage du concept de groupe vise à faire varier ce qu'il faut entendre par objet dans ces domaines. Donc, par exemple, dans le cas de la géométrie, l'usage de la notion de groupe de transformation démultiplie les possibilités de construction d'objets géométriques et de leur organisation interne selon le type de groupe choisi. Dans le cas de la perception, en revanche, la notion de groupe de transformation permet de décrire un certain type ou un certain nombre de lois d'organisation de la forme spatiale telles qu'elles ont été mises au jour par la théorie de la Gestalt, les lois qui permettent de rendre compte de la constance perceptive malgré des conditions physiques changeantes. Je vous donne aussi un autre texte tiré du même article. La vraie couleur, la vraie forme, la vraie grandeur d'un objet ne coïncident nullement avec ce qui peut nous être donné dans une impression isolée. Et pas davantage, elles ne peuvent se composer de ces impressions. La fonction de la mémoire, l'appel des processus de reproduction, ne suffisent pas non plus à la créer. Le facteur constitutif est ailleurs. Il réside dans la possibilité de la formation de certains invariants. Donc, on voit bien que le concept de groupe de transformation est bien pertinent et que le rapport à l'objet est profondément différent du cas géométrique, puisque ici, il ne vise pas du tout à étudier des variations possibles
pour elle-même, en quelque sorte, ce que faisait l'objectivation géométrique, et il vise seulement à choisir parmi elles celle qui peut le mieux rendre compte d'un champ du perçu lui-même variable. Donc la différence pure empirique, telle qu'elle était pensée par Kant, est ici remplacée par autre chose qui est plutôt l'accentuation plus ou moins prononcée portant sur l'exploration pour elle-même de l'univers des groupes et sur le choix parmi eux d'un groupe particulier qui pourrait rendre compte des faits de perception. Donc ce qui était considéré comme empirique, c'est-à-dire comme le donné que le sujet renonce à construire en quelque sorte, ici est remplacé par un choix qui relève d'une activité sémiotique du sujet. Il s'agit bien de sens. Alors, voilà, je pense que voilà ce que c'est que le première ébauche, au moins, du concept de groupe de transformation. Mais comme je l'ai dit en commençant, je pense que ce serait une fausse image de la philosophie de Cassirer si on laissait entendre que ce concept de groupe de transformation, il joue un rôle qu'il faudrait appeler de fondement transcendantal à la Kant. Je ne crois pas du tout que ce soit ça dont il soit question. Je pense, en fait, si je le dis de façon un peu radicale, que le concept de groupe de transformation n'est pas nécessaire à la philosophie de Cassirer. Il rend seulement possible la description d'un certain état du savoir à une certaine époque. Alors, c'est vrai que c'est celle pendant laquelle Cassirer était intellectuellement actif, mais je ne pense pas qu'elle soit qui soit absolument indispensable, parce que s'il l'était, ça voudrait dire qu'on aurait affaire à une catégorie qui serait fixée une fois pour toutes. Et je pense que c'est pas du tout ce que Cassirer a dans l'idée. C'est pas du tout la mathématisation potentielle que le concept de groupe de transformation contient qui devrait en faire un fondement, parce que précisément la mathématisation a depuis Kant complètement changé de chance chez Cassirer. La mathématisation ne joue plus le rôle qu'elle jouait chez Kant parce que elle n'est plus le but suprême de toute connaissance, mais elle est seulement la possible objectivation du sens dans des situations particulières et qui n'ont pas vocation à former un tissu homogène tel que la philosophie a tenté de le faire, je dirais, entre la mathésis universalis et l'idéalisme transcendantal de Kant. Donc en fait, la notion de groupe de transformation est seulement l'une des modalités possibles de ce qu'il faut appeler la relance permanente du sens, qui doit être conçue comme potentiel de transformation. Je pense que le fond de l'affaire des formes symboliques, c'est ça, c'est vraiment l'idée qu'il y a un potentiel de transformation propre au sens et qu'il faut réussir à décrire. Donc, s'il fallait parler de transcendantal chez Cassirer, je pense que sa définition minimale, ce serait celle de potentiel de transformation et de relance. Donc, de ce point de vue-là, cette relance, elle peut prendre d'autres formes que celle de groupe de transformation, et ce, à l'intérieur même des mathématiques. Donc, c'est dans la forme même des mathématiques, il peut y avoir d'autres types de concepts, même si c'est celui-là que Cassirer a particulièrement étudié dans la configuration qui était la sienne au début du XXe siècle. Donc, c'est la raison pour laquelle l'idée même qu'il y ait une table des catégories me semble disparaître très vite chez Cassirer, parce que, évidemment, avoir une table des catégories, ça a toutes sortes d'avantages, parce que ça présente une certaine forme de systématicité, mais cette systématicité, elle est
figé une fois pour toutes. Or, précisément, ça n'est pas comme ça que, pour Cassirer, on peut rendre compte du devenir de la science, c'est-à-dire de sa transformation continue à travers le temps, à la fois dans ses objets, ce qui est une constatation un peu banale, mais surtout dans ses principes. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait étonnant finalement, c'est que la science continue dans son régime démonstratif expérimental qui est le sien à faire autorité, alors que ses principes eux-mêmes sont susceptibles de changement. Donc il faut absolument abandonner l'idée d'une table des catégories. Alors, dans un texte de 1906, voilà ce que, je crois que j'ai déjà cité cet ouvrage, donc Le problème de la connaissance dans la philosophie de la science étant moderne. Et là, je cite le premier volume. Le fait de la science est et demeure en effet, par nature bien sûr, un fait qui se développe historiquement. Alors, je dirais que déjà ça est finalement assez difficile à comprendre. Comment se fait-il que la science ne se donne pas une fois pour toutes ? Après tout, Descartes, dans une de ses lettres, disait qu'après lui, il n'y aurait plus de physique, puisque il l'avait achevé, donc on pourrait passer à autre chose. Donc il reste souvent l'idée que voilà, on va réussir à clore un domaine, et le fait que ce domaine se développe historiquement, évidemment, pose un très grand problème et a posé un gros problème aux néo-kantiens qui étaient les maîtres de Cassirer à Marbourg. Donc je continue. Kant ne sait pas encore le reconnaître sans ambiguïté. Pour ce qui est de leur nombre et de leur contenu, les catégories semblent être encore chez lui des concepts fondamentaux de l'entendement, qui seraient tout fait d'avance. Mais sur ce point, le perfectionnement moderne de la logique critique et idéaliste a apporté toute sa clarté. Les formes de jugement ne signifient plus que des thèmes unificateurs et vivants de la pensée qui dépassent la diversité de ses configurations particulières et qui se manifestent par la création et la formulation de catégories toujours nouvelles. Plus ces variations sont riches et souples, plus elles témoignent du caractère distinctif et originaire de la fonction logique dont elles procèdent. Alors, ça me paraît être tout à fait important et en même temps pas tout à fait simple à comprendre. D'abord par le vocabulaire. Le perfectionnement moderne de la logique critique et idéaliste, je ne sais pas très bien ce que c'est, à part la philosophie de Cassirer elle-même. Mais bon, je dirais, même si je laisse de côté ce problème de vocabulaire, je voudrais plutôt m'interroger sur ce qu'il entend par thème unificateur et vivant de la pensée. Qu'est-ce que c'est que ces thèmes ? Alors, donc c'est finalement quelque chose qui remplace les catégories, mais comment remplace-t-on ces catégories ? Alors, je vais lire avec vous un texte de la philosophie des formes symboliques sur un cas particulier qui ne traite pas des thèmes unificateurs et vivants de la pensée en général, mais simplement sur le cas du langage. Et je pense que c'est un cas qui est très éclairant et qui va permettre de mieux saisir ce qu'il entend par thème unificateur. Donc ça, c'est tiré de la philosophie des formes symboliques dans le premier tome. Si le langage n'est plus considéré comme le reflet univoque d'une réalité donnée de façon univoque, mais comme un véhicule dans ce grand procès de la confrontation entre le moi et le monde, procès au cours duquel se délimite en se déterminant chacun des domaines, il appert que cette tâche comporte une plénitude de solutions diverses également possibles. Car le milieu dans lequel cette médiation s'opère n'est pas constitué dès le départ dans sa pleine déterminité, il naît et n'agit au contraire qu'en se donnant à lui-même sa forme. C'est pourquoi on ne peut parler d'un système de catégories du langage ou d'un ordre et d'un enchaînement de catégories linguistiques d'un point de vue temporel ou logique, au sens où il s'agirait de l'établissement d'un certain nombre de formes stables que devrait emprunter une fois pour toutes l'évolution linguistique. Tout comme dans l'examen critique, chaque catégorie singulière que nous prélevons et que nous distinguons des autres
ne peut jamais ici être appréhendé et apprécié que comme thème directeur singulier qui se déploie dans des formes singulières très diverses en fonction de ses relations avec d'autres thèmes. Alors, donc, comment une certaine forme de connaissance, bon, ici, c'est qui a trait au langage, peut-elle échapper en tant que connaissance au type de synthèse opérée par le jugement logique, hein? Donc, à quoi peut bien servir le point de vue logique s'il ne fait pas justement le tour des modes de connaissance de façon exhaustive? Je pense que le début de la citation donne des éléments de réponse, puisque Cassirer dit que c'est parce que le langage n'est pas le reflet univoque d'une réalité donnée de façon univoque qu'il existe des formes diverses du jugement. Donc, la diversité des formes du jugement dépend, dit la citation, de la façon dont ces thèmes directeurs singuliers se déploient dans des figures singulières très diverses, selon les rapports que ces thèmes directeurs entretiennent entre eux. Donc, ces thèmes directeurs peuvent bien être appelés des catégories, mais ils ne peuvent pas être conçus comme des formes stables qui auraient d'emblée une compétence universelle sur une réalité conçue comme homogène, parce que, précisément, la réalité ne se donne pas de manière univoque et qu'il n'y a aucune systématicité qui puisse en être logiquement dérivée. Donc, ce qui me vient à l'esprit pour au moins décrire ces thèmes directeurs, c'est qu'ils ressemblent plutôt à des vecteurs. Et ils s'adaptent à chaque situation selon leur rapport mutuel, rapports qui définissent précisément la singularité d'une situation. Et en ce sens, les rapports mutuels entre ces thèmes directeurs créent des harmoniques au sens musical qu'il n'est pas possible d'anticiper. Donc, on en déduit que la générativité catégoriale des thèmes directeurs singuliers dépend de la singularité de leur rapport mutuel dans des situations. Et ces situations, évidemment, ne peuvent pas être absolument systématiques. Donc, dans ce cas-là, évidemment, excite la table des catégories, on n'a plus de catégories fixes. Mais par quoi est-elle véritablement remplacée? Alors, on a vu que le concept de groupe de transformation sur le terrain épistémologique avait réussi à faire en sorte que l'on puisse conserver l'idée d'une science tout en se passant d'une théorie de l'espace reposant sur un mixte abstrait-concret, comme c'était encore le cas chez Kant. Et finalement, ce que je crois, c'est que Cassirer va suivre cet exemple épistémologique, mais en le déportant vers le terrain de la philosophie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce déport? Et j'en viens donc à essayer de présenter cette notion difficile qui est celle de forme symbolique. Donc, on voit bien que ce qui fait problème, c'est pas seulement le renouvellement des contenus scientifiques, c'est pas tellement ça qui fait problème, c'est la transformation des catégories, c'est-à-dire la transformation de la pensée elle-même, hein, puisque c'est à ce niveau que se pose le rapport dont je parlais tout à l'heure entre le caractère atemporel des vérités démonstratives et leur temporalisation historique. Donc en fait, la question qui se pose, à mon avis, à Cassirer, c'est d'abord la question que se posait Kant à la fin de la critique de la raison pure, mais de façon tout à fait subsidiaire, qui était celle de l'histoire de la raison pure. Il y a quelques pages de Kant sur cette histoire de la raison pure, mais c'était évidemment pas le centre de son propos. Et finalement, il ne thématisait pas le problème même que la science a besoin de temps pour émerger. Alors que chez Cassirer, à mon avis, l'historicité de la science est vraiment un problème fondamental. C'est une tâche centrale
parce qu'il faut essayer précisément de rendre compte philosophiquement du fait que la science se déploie temporellement en transformant ses propres principes, mais tout en continuant à conserver son caractère de nécessité. Donc, voilà, c'est ça qui est le cœur du problème. Comment réussir à mieux comprendre que la science, dans son cours historique, transforme ses propres principes tout en conservant ce pourquoi elle est faite, à savoir qu'elle arrive à tenir un discours de la nécessité. Donc, comment rendre compte de cela? Alors, ce qui est intéressant chez Cassirer, c'est que, précisément, il faut en venir à l'histoire. Il ne faut pas du tout rejeter la contingence de l'histoire. Mais au contraire, il faut essayer de se plonger dans l'histoire pour réussir à se rendre compte de comment y retrouver une certaine nécessité. Alors, pour ça, Cassirer se penche sur une notion qui est la notion de style à la Renaissance. C'est tout à fait intéressant de voir que pour lui, la science moderne naît à la Renaissance et elle est rendue possible par un déplacement collectif d'attention qui va des catégories grammaticales à la notion de style, c'est-à-dire qui va d'une logique fondée sur une ontologie à une réflexion proprement esthétique et qui explique l'extraordinaire bouleversement des formes apparues dans les arts à la Renaissance. Donc, Cassirer a écrit plusieurs livres, pas mal d'articles sur la Renaissance italienne, et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est les moteurs de cette transformation. Il y en a un en particulier, une espèce d'opérateur sémiotique sur lequel il réfléchit, qui est l'humour. L'humour par opposition au sérieux scolastique. Alors, on en a des traces jusque dans les médecins de Molière, mais ça commence plus tôt, ça commence dès la Renaissance. Et pourquoi s'intéresser à l'humour d'un point de vue philosophique? C'est que précisément, l'humour permet de mettre à distance ce qui serait considéré comme une réalité immuable et faire ressurgir ce qui semble effacé, à savoir la part active du sujet dans l'élaboration, la construction du rapport à la réalité, sous la forme de styles nouveaux. Donc, l'humour chez Cassirer a une portée directement esthétique, au sens fort du terme, au sens où c'est ça qui permet la construction de nouveaux styles. Donc, curieusement, d'un certain côté, l'humour est ce qui rend possible une certaine désaffection à l'égard d'une appréhension implicitement ontologique et grammaticale de la réalité. Mais l'autre grande conséquence de l'humour dans l'élaboration esthétique de styles nouveaux, c'est que, curieusement aussi, il ouvre la voie à une théorisation mathématique de la nature. Ça, c'est tout à fait curieux, parce que finalement, ce qui est en question, c'est le grand débat Aristote-Platon. Aristote, la scolastique d'un côté, et l'idée platonicienne, le concept platonicien d'idée de l'autre, qui a deux aspects. Le premier, c'est celui que l'on trouve dans le Timée ou le Philèbe. Donc, l'idée, c'est ce qui permet la constitution d'une science de la nature, bien. Mais, comme fait remarquer Cassirer, le second aspect de l'idée platonicienne, c'est qu'elle a, assez paradoxalement, pour quelqu'un qui, dans la République, critique et veut chasser les artistes, elle a assez paradoxalement un rôle esthétique et un rôle géométrique.
Alors, dans un texte d'un article qui s'appelle Eidos et Eidolon, Cassirer fait remarquer ceci. Car aucune théorie philosophique n'a été le point de départ d'effets esthétiques plus étendus et plus forts que ce système qui refuse à l'esthétique une existence propre et indépendante, jouissant des mêmes droits. Si le platonisme a témoigné de la même force dans l'histoire de la science, si en particulier les fondateurs de la physique mathématique moderne se sont reconnus comme ses disciples, ils ne reprennent cependant que certains motifs déterminés qui sont déjà désignés de la façon la plus claire par Platon lui-même. Donc, il y a l'aspect esthétique du concept platonicien d'idée. C'est cet aspect qui finalement engendre une notion de réalité géométrique de la nature, donc une nouvelle forme d'objectivité, par opposition donc à la notion scolastique et aristotélicienne d'ontologie et de grammaire. Alors, il faut quand même remarquer que la critique des catégories grammaticales de la scolastique et toute l'ontologie qu'elle véhicule dans les catégories des langues ne consiste pas à rompre intégralement avec le langage. Donc, Cassirer ne vise pas ça. Il vise simplement à faire remarquer qu'on peut transformer cette forme linguistique pour lui faire produire d'autres choses. Alors, Cassirer le fait remarquer aussi dans un autre texte des formes symboliques, premier tome, aussi dès qu'avec les temps modernes commençait la lutte contre la logique aristotélicienne, donc dès qu'on lui refuse le droit de s'appeler la systématique de l'esprit, l'alliance étroite qu'elle avait conclue avec le langage et la grammaire universelle, à l'inverse, devint précisément le point où l'attaque était la plus dangereuse et la plus importante. C'est à partir de là que Lorenzo Valla en Italie, Lodovico Vives en Espagne, Pierre de la Ramée en France ont tenté de débouter la philosophie aristotélico-scolastique. Ce que la scolastique a vu dans le langage, ce ne sont que des relations extérieurement grammaticales, tandis que le cœur même du langage, qu'il faut chercher bien plus dans la stylistique que dans la grammaire, lui reste caché. À cet égard, les grands artistes de la Renaissance, soucieux de style, attaquent la syllogistique moins d'un point de vue logique qu'esthétique. Donc le renouvellement de la science entretient avec le langage un rapport très complexe, puisque il est finalement constamment réaménagé dans des moments d'union et de rupture. Alors, c'est, à mon avis, ce point qui constitue l'originalité de la notion de forme symbolique et que je voudrais aborder maintenant. Donc, on est sorti à la Renaissance de la fascination logiciste, si je peux employer cet anachronisme, pour l'objet de la science qui serait pensé comme pleinement déterminé avant toute construction de son sens et qui était en fait rendu possible par un complet retournement des conditions d'accès au sens. L'option logiciste, ça consiste en effet toujours à penser que ce qui est terminal, l'objectivité construite, est interprété comme depuis toujours déjà là, mais sur le mode d'une essence encore abstraite à révéler. Et c'est évidemment ce point de vue que Cassirer en vient à critiquer. Donc, dans un texte plus tardif, il fait remarquer ceci. Car si l'on est persuadé que le concept logique est la condition nécessaire et suffisante de la connaissance de l'essence des choses, tout ce qui distingue spécifiquement de lui, sans atteindre à sa clarté ou à sa précision, n'est en fin de compte qu'un simulacre privé d'essence. Dans ce cas, le caractère illusoire des formes spirituelles qui restent en dehors de la sphère purement logique est incontestable. On ne peut le montrer en tant que tel, l'expliquer et le justifier en s'attachant à la genèse psychologique de l'illusion et en s'efforçant de mettre en évidence ces conditions empiriques liées à la structure de la représentation et de l'imagination humaine. Le problème prend cependant une toute autre tournure. Si au lieu de considérer l'essence des choses comme établie depuis le début, on voit en elle, en quelque sorte, le point de mire infiniment éloigné auquel tendent l'entendement et tout l'effort de recherche. Le donné de l'objet se transforme alors en tâche de l'objectivité, tâche à laquelle, comme on peut le montrer, la connaissance théorique n'est pas seule à participer, car toute l'énergie de l'esprit y prend part
à sa manière. Désormais, le langage et l'art, eux aussi, se voient assigner leur signification objective originale, non pas parce qu'ils reproduisent une réalité existant en soi, mais parce qu'ils la préfigurent et sont des modes et des directions de l'objectivation. Donc, on voit un peu où Cassirer veut en venir. Hein. La relativité de la connaissance en général vient de la découverte du fait que l'acte de connaissance possède en lui-même des conditions particulières de validité. Donc, la difficulté philosophique, elle reste toujours à... il s'agit de déterminer par rapport à quel invariant ces conditions particulières propres à l'acte de connaissance peuvent être interprétées comme variables. Donc, ça me paraît aussi très important, c'est que finalement, ce que Cassirer remarque, c'est que seule la dimension symbolique telle qu'elle se manifeste au premier chef dans le langage donne une idée de l'articulation entre invariant et variation. Donc, la possibilité d'une spécialisation du langage par rapport au but que s'assigne une activité particulière, par exemple l'activité scientifique, donne une idée de l'unité différenciée du langage et ça consiste à réarticuler en permanence des formes expressives diversifiées. Donc ça me paraît être la raison pour laquelle il énonce dans son livre sur la théorie de la relativité ce qu'est véritablement le projet d'une philosophie des formes symboliques conçue comme système de donation de sens, donation au pluriel. Donc c'est un texte bien connu, mais que je vais lire avec vous. Chaque direction originelle qu'adopte la connaissance, chaque interprétation à laquelle elle soumet les phénomènes, afin de les rassembler sous l'unité théorique ou sous celle d'un sens déterminé, renferme en elle une façon particulière d'appréhender et de former le concept de réalité effective. Il en résulte ici non seulement des différences de signification caractéristiques entre les objets scientifiques eux-mêmes, la séparation entre l'objet mathématique et l'objet physique, entre l'objet physique et l'objet chimique, entre l'objet chimique et l'objet biologique, mais ici encore viennent s'opposer à la totalité de la connaissance théorico-scientifique d'autres donations de sens et de forme qui possèdent un type indépendant et une égalité indépendante, comme c'est le cas de la forme éthique et de la forme esthétique. Il semble que la tâche d'une véritable critique générale de la connaissance soit de ne pas niveler cette multiplicité, cette richesse et cette variété de formes dans la connaissance et la compréhension du monde, et de ne pas les forcer à entrer sous une unité purement abstraite, mais au contraire, de les laisser se maintenir en tant que telles. Quant à la totalité des formes qui se présentent à nous ici, c'est seulement si nous résistons à la tentation de les comprimer sous une unité métaphysique ultime, sous l'unité et la simplicité d'un fondement du monde absolu, et de vouloir les déduire à partir de ce dernier, que leur véritable teneur et leur plénitude concrète s'ouvrent à nous. C'est la tâche d'une philosophie systématique qui dépasse de loin celle de la théorie de la connaissance, d'affranchir l'image du monde de cette unilatéralité exclusive. Donc, on voit bien en quoi consiste une philosophie des formes symboliques. Hein. C'est essentiellement en l'idée qu'il est possible d'accorder une légalité propre à chaque type de construction d'un rapport au monde, qu'il soit de constitution ou d'institution. Donc, langage, mythe, connaissance, droit, religion. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la liste proposée par Cassirer varie et elle n'est pas directement stabilisée. Mais se pose toujours quand même le même problème, à mon avis, c'est le dernier problème que je voudrais aborder avec ce soir, c'est comment entendre symbolique dans l'expression forme symbolique. Hein? Donc cette question, en fait, revient à se poser la question du rôle attribué au langage dans la notion de forme symbolique, puisque langage et sens, évidemment, entretiennent des liens extrêmement étroits. Donc, quel rôle joue le langage dans cette construction d'une philosophie des formes symboliques?
est-il en position de matrice originelle ou est-il une forme parmi d'autres? Alors, je pense que c'est très difficile de répondre à cette question et qu'il y a une grande ambivalence chez Cassirer que je vais essayer au moins de décrire. Puis je vous proposerai peut-être une solution au problème. Donc, si on considère le langage comme la clé qui ouvre au monde du sens, le langage devient ce par rapport à quoi peut se construire une problématique renouvelée des modes de donation de l'objet. Et ça, Cassirer connaît bien cette idée, puisque historiquement, c'est celle que l'on trouve en Allemagne chez Herder et Humboldt. Il fait remarquer ceci dans un article de 1930 sur Forme et technique. Dans l'histoire culturelle allemande, on peut certes observer comment l'humanisme, saisi et fondé d'une manière purement esthétique, s'élargit peu à peu du fait qu'une autre puissance spirituelle autonome et égale en droit chemine aux côtés de l'art. Chez Herder et Humboldt, c'est le langage qui partage avec l'art le rôle de créateur et apparaît comme l'élément moteur fondamental de la véritable anthropologie. Donc, dans le cas de Herder et Humboldt, on voit bien que le langage apparaît comme une espèce de matrice à partir de laquelle deviennent possibles l'apparition de nouvelles formes symboliques. Et donc, c'est le couplage de ces formes avec le langage qui devient central. Et Cassirer connaît bien le problème, puisque ce problème du couplage, il l'a abordé en particulier dans un texte de 1925 qui s'appelle Langage et mythe, pour essayer de déterminer précisément les rapports entre mythe et langage. Donc, Cassirer ne récuse pas la pertinence ou l'intérêt pour cette façon de voir les choses. Et comme je le dis, on voit dans un certain nombre de ces textes qu'il travaille en ce sens. Mais je pense que ça n'est pas le fin mot de l'histoire. Parce que ça a au moins un défaut qui apparaît presque rédhibitoire quand on envisage le corpus des textes de Cassirer dans son ensemble. C'est que le langage ne peut pas servir à remplacer le transcendantal au sens kantien, parce qu'il ne peut pas servir à concevoir une espèce de révélation cumulative du sujet à lui-même à travers l'histoire, parce que ce serait finalement revenir au seul vecteur logique. Donc, le langage reste réfractaire à tout enrégimentement catégorial, unilatéral, dans un ordre préétabli, qui le conduirait nécessairement vers l'univocité du savoir scientifique et à l'auto-révélation du sujet par lui-même. Donc, c'est parce que le langage conserve à tout jamais une parenté avec le mythe qu'il ne peut pas servir de vecteur à cette auto-réflexion et qu'il ne peut pas s'abolir intégralement dans un savoir scientifique qui serait alors gouverné par la logique et l'univocité de la signification, même si cette univocité peut se produire localement. Alors, je voudrais reprendre un texte beaucoup plus ancien de Cassirer, donc de 1910, où cette idée le travaille déjà, en quelque sorte. C'est un texte de Substance et Fonction, donc de 1910, et voilà ce qu'il dit. Soit par exemple le mot oiseau, ne correspondant plus à aucun contenu intuitif à détermination pleine, il ne retient que certaines esquisses imprécises de la figure, associées à la représentation vague du mouvement de vol, si bien qu'un enfant peut donner le nom d'oiseau au scarabée volant ou au papillon. Et le même principe vaut fondamentalement pour toutes nos représentations générales. Leur possibilité vient de ce que nous disposons, outre les perceptions concrètes et pleinement suffisantes à leur propre niveau, de contenus de conscience moins achevés et moins précis. L'imprécision des images émotionnelles que nous conservons des impressions effectivement reçues a pour conséquence que dans le processus réel de conscience, il y a place, à côté des intuitions vivantes et immédiatement présentes, pour certains résultats atténués qui ont retenu seulement tel ou tel trait de ces impressions. L'aptitude d'une représentation à varier son point d'application, non seulement dans l'espace et dans le temps, mais aussi par rapport au contenu, fait corps d'emblée avec son caractère indéterminé. Donc, ce dont il est question dans le langage,
dans ce cas-là, dans le lexique, hein, c'est des esquisses perceptives. Et évidemment, on sait combien tout ça rend l'idée même de traduction extrêmement délicate. Bon, il y a un certain nombre d'exemples bien connus. Je vous en donne un que Cassirer utilise à plusieurs reprises dans son œuvre, en les reprenant à Humboldt. C'est l'exemple du mot « lune » en grec et en latin. Alors, je vous ai choisi un texte de l'Essai sur l'homme, donc de 1944, un texte tardif, où il fait remarquer ceci. Comme Humboldt l'a fait remarquer, les termes grecs et latins désignant la lune, bien qu'ils se rapportent au même objet, n'expriment pas la même intention ou le même concept. Le terme grec « men » désigne la fonction de la lune qui est de mesurer le temps. Le terme latin « luna lucna » désigne la luminosité ou l'éclat de la lune. Nous avons fixé notre attention sur deux caractères très différents de l'objet que nous avons nettement isolés. Donc, c'est ça un peu le processus du langage, c'est-à-dire en fait son extraordinaire idiomaticité, et qui n'est pas à rejeter à la périphérie du langage, hein, bien au contraire, puisqu'elle se situe en son cœur, au niveau le plus intime de la langue. Et cette idiomaticité, elle manifeste l'activité propre du langage. Donc, on doit bien reconnaître dans cette situation propre au langage un invariant anthropologique majeur, hein, puisque finalement, ce que nous dit Cassirer, c'est que le sens de tout mot, finalement, est extrêmement variable. Hein. Il semble exister de façon un peu mythique avant son usage par un locuteur. Donc il y a une espèce de puissance de signification liée à la langue qui est liée à son antécédence par rapport à toute parole et qui lui confère de façon originaire un pouvoir de type mythique. Donc il y a une fécondité mythique intrinsèque dans le langage et que l'on doit reconnaître pour elle-même. Donc si j'en reviens à mon problème de la place et du rôle du langage dans les formes symboliques, je me trouve confronté à l'alternative suivante. Ou bien les formes symboliques peuvent bel et bien se séparer de celles du langage, et à ce moment-là, on peut concevoir que l'autoréflexion de la conscience peut devenir la tâche ultime assignée à la philosophie des formes symboliques, ou bien les formes symboliques forment une unité, mais différenciée, et aucune ne disparaît jamais dans les incidences toujours possibles qu'elles peuvent avoir les unes avec les autres. Mais alors, la conséquence, c'est que l'autoréflexion univoque de la conscience n'est plus du tout le but ultime qui serait dévolu par l'intermédiaire du langage à une philosophie des formes symboliques. Donc, bon, quand on regarde le corpus cassirérien un peu dans son ensemble, je pense que finalement, la solution, au moins celle que je considère être la meilleure, ça consiste à considérer que le problème philosophique de la place du langage comme fondement pour les formes symboliques en général doit rester à tout jamais ouvert. Donc, il ne s'agit pas de répondre à la question de savoir si le langage joue ou non le rôle de fondement pour les formes symboliques, mais il faut remarquer seulement qu'il y va de la nature intrinsèquement mythifiante du langage que la question du fondement se pose à son propos. Donc, si la problématique du fondement a bien une partie liée avec la nature mythifiante du langage, alors c'est l'idée de fondement qui doit être problématisée, et c'est ça qui me semble être finalement la direction que Cassirer a suivie dans son travail épistémologique, et ceci dès le concept de groupe de transformation dont je parlais tout à l'heure. Et donc, en conclusion, je dirais que la philosophie de Cassirer est une philosophie de la forme sans fondement. Il s'agit d'analyser des concrétions de sens dans leur rapport à d'autres concrétions de sens dans un processus d'élaboration qui n'a pas une origine, un fondement, et qui n'a pas non plus de terme.
auquel il devrait conduire. Et ceci définit, à mon sens, non pas du tout une espèce de pessimisme, mais au contraire une espèce d'optimisme de la rationalité, puisque c'est toujours à partir de situations, et on est toujours ancré dans des situations, que peut s'élaborer un sens commun. Hein. On est toujours finalement, on est toujours embarqué, hein, et donc on a toujours aussi moyen de réfléchir au rapport entre variation et invariant. Et c'est ça qui me paraît être finalement le point le plus clair d'une philosophie des formes symboliques. Voilà, je m'arrête.